Le corps d'une jeune femme est retrouvé, et tout indique un suicide. Mais une policière curieuse remarque un détail étrange sur sa main et décide d'enquêter. Elle demande une analyse de la main, ce qui change complètement le cours de l'affaire qui semblait pourtant close. Avec l'ADN d'une personne que personne ne soupçonnait, le mystère s'épaissit et révèle de terribles secrets. Rien n'est ce qu'il paraît dans cette affaire. Qui a fait ça? Pourquoi? Les réponses que nous allons vous donner maintenant. Mais avant de continuer, je vous prie de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like sur la vidéo. C'est important pour nous et cela vous permet d'être le premier à recevoir nos nouvelles enquêtes ou les détails découverts sur une affaire. Février 2017. Orvold, une banlieue tranquille aux portes de Nantes, France. La caméra survole des rues silencieuses, bordées de maisons en briques rouges et de jardins bien entretenus. Parmi elles, une résidence attire l'attention, non par le mouvement, mais par le silence absolu qui semble tout engloutir. C'est la maison de la famille Troadec, un foyer qui, quelques jours auparavant, était animé par les rires, la routine et les petites joies familiales. Maintenant, il semble abandonné, figé dans le temps. Un quartier paisible, une maison de famille. Mais derrière les murs, le silence cachait un secret terrible. À l'intérieur de la maison, chaque détail semble raconter une histoire interrompue. Des assiettes sont encore sur l'évier, comme si elles avaient été laissées au milieu d'un repas. Des vêtements sont éparpillés dans les chambres, comme si les occupants étaient partis précipitamment, ou comme s'ils n'avaient jamais eu l'intention de revenir. Les voitures sont restées au garage, couvertes d'une fine couche de poussière, témoins silencieux d'une absence que personne ne pouvait expliquer. Des photos de la famille Troadec apparaissent à l'écran. Pascal et Brigitte, des parents dévoués, toujours souriants, tenant leurs enfants, Sébastien et Charlotte, dans des moments de pur bonheur. Le contraste entre la vie capturée par les images et le vide de la maison crée une sensation de malaise presque palpable. Il est impossible de ne pas se demander ce qui s'est passé cette nuit-là. Le silence à l'intérieur de la maison n'est pas seulement une absence de bruit, c'est un avertissement, un présage. Les voisins parlent de portes qui restent verrouillées, du courrier qui s'accumule et de l'étrangeté de ne pas voir les enfants jouer dans le jardin. Chaque détail renforce le sentiment croissant que quelque chose de terrible est arrivé à cette famille. Quand un tel événement se produit, des questions surgissent auxquelles personne ne peut répondre immédiatement. Qu'est-il arrivé à la famille Troadec? Se serait-il enfui? Ou quelque chose de bien pire s'était-il produit? Chaque minute qui passe sans réponse alourdit le poids du mystère. Et dans cette maison, le silence n'est pas seulement du silence. C'est le premier indice d'une horreur qui reste à révéler. Alors que la caméra se déplace dans les couloirs sombres et vides, le spectateur sent que chaque ombre, chaque coin oublié, garde des secrets qui n'ont pas encore été découverts. L'atmosphère est imprégnée d'une tension silencieuse, un prélude à ce qui va arriver. Ainsi, l'enquête commence avec des questions que personne ne voulait poser, mais qui exigent des réponses. Que s'est-il réellement passé dans cette maison à Orvold? La vérité est plus sombre que quiconque aurait pu l'imaginer, et le silence qui règne aujourd'hui cache une terreur que nous commençons à peine à comprendre. Si vous nous suivez jusqu'ici, laissez un commentaire en indiquant d'où vous nous regardez, ou ce que vous pensez de l'affaire jusqu'à présent. La disparition. Les premiers signes que quelque chose n'allait pas sont apparus lentement, comme de petites fissures sur une façade qui semblait parfaite. Les membres de la famille qui tentaient de contacter Pascal ou Brigitte Troadec n'obtenaient que le silence. Des messages sans réponse, des appels téléphoniques ignorés et une absence qui commençait à devenir préoccupante. Au début, personne n'a suspecté le pire. Peut-être était-il occupé, en voyage, ou avait-il simplement besoin de s'éloigner de la routine. Mais lorsque les jours ont passé sans aucun signe de vie, le silence s'est transformé en appréhension, et l'appréhension en peur. Voisins après voisins, amis et parents ont commencé à remarquer l'étrangeté. Le jardin, normalement entretenu, était un peu plus à l'abandon. Le portail restait fermé, immobile, comme s'il gardait un secret. Des lettres et des journaux s'accumulaient, ignorés dans la boîte aux lettres. De petits détails pour ceux qui observent de l'extérieur, mais des signes flagrants que quelque chose avait interrompu la vie de cette famille de manière abrupte. La sensation de normalité avait été brisée, et la communauté locale a senti l'inquiétude se répandre comme une ombre sur le quartier. Les caméras de surveillance proches de la résidence ont capturé des images simples, mais troublantes. Le portail toujours fermé, aucun mouvement de voiture ou de personnes entrant ou sortant, pas même les bruits quotidiens d'une famille. Pour l'observateur attentif, chaque plan semblait être un portrait d'abandon, mais il ne s'agissait pas seulement de silence,
C'était un présage d'horreur. La normalité du quotidien avait été figée dans le temps, et personne ne savait combien de temps cet état de suspension durerait. Alors que les voisins et les proches tentaient de comprendre la situation, la police a été officiellement alertée. L'entrée dans la résidence a révélé des signes perturbants, des objets déplacés, des chaises désordonnées, des placards ouverts sans raison apparente. Mais ce qui attirait le plus l'attention, ce sont les traces de sang éparpillées sur le sol de certaines pièces. Ce n'étaient pas de grandes flaques, mais suffisamment pour indiquer que quelque chose de violent s'était produit. L'absence de corps rendait tout encore plus incompréhensible. Chaque indice suggérait la violence, mais personne ne pouvait affirmer avec certitude ce qui s'était passé. Le lieu semblait figé dans un moment de panique ou d'attaque soudaine. Les premières investigations ont dû jongler avec une série d'hypothèses: disparition volontaire, enlèvement ou, dans le pire des cas, assassinat. Chaque scénario semblait plus sombre que le précédent, et la police devait trouver des réponses avant que le mystère ne s'épaississe. La scène suggérait la violence, mais sans corps, sans témoin. Il ne restait qu'une seule question: où était la famille? Les jours suivants ont été marqués par des recherches minutieuses. La police a fouillé chaque pièce de la résidence, chaque jardin, chaque coin obscur à la recherche d'indices. De petites preuves ont commencé à former un schéma. Le sang, apparemment traîné, indiquait que quelqu'un avait été gravement blessé à l'intérieur de la maison. Des objets renversés suggéraient une lutte ou une panique, mais rien, pas un indice de fuite, pas de signe d'intrusion extérieure, ne pointait du doigt le coupable. La communauté a commencé à se mobiliser, et les médias locaux ont couvert l'affaire avec une intensité croissante. Chaque nouveau reportage amplifiait le mystère, et des questions surgissaient sans réponse. Où étaient Pascal, Brigitte, Sébastien et Charlotte? Avaient-ils été emmenés de force, ou quelque chose de plus sinistre s'était-il produit à l'intérieur de cette maison qui semblait auparavant si sûre? Chaque détail qui apparaissait ne faisait qu'augmenter la tension, et le climat d'inquiétude se propageait non seulement parmi les voisins, mais dans tout le pays, qui commençait à suivre avec horreur cette histoire qui semblait tout droit sortie d'un cauchemar. La famille avait disparu sans laisser de traces, mais quelque chose dans la maison disait que l'horreur n'avait fait que commencer, et la vérité, lorsqu'elle éclaterait, serait plus choquante que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Tracés dans l'obscurité. Lorsque la police a finalement eu accès complet à la maison de la famille Troadec, ce qui ne semblait être qu'une disparition a commencé à se transformer en une scène d'horreur silencieuse. Chaque pièce, chaque couloir, chaque ombre semblait garder des secrets qui réclamaient d'être révélés. Les enquêteurs ont marché avec précaution, observant des détails qui auraient pu passer inaperçus aux yeux ordinaires. Des chaises déplacées, des portes entr'ouvertes, des meubles légèrement traînés. Mais il y avait quelque chose que personne ne pouvait ignorer: la présence subtile, presque imperceptible, de sang. L'utilisation du luminol, populairement connu sous le nom de Blue Star, a révélé ce que la lumière du jour ne montrait pas. Sous l'éclairage spécial, des taches et des traînées de sang frottés et maculés sont devenues visibles sur les murs, le sol et dans des couloirs qui semblaient inoffensifs à première vue. Le produit chimique réagissait avec des traces infimes, montrant des schémas qui racontaient une histoire de violence et de désespoir. Chaque tache indiquait le passage de quelqu'un de blessé, l'effort pour résister ou se protéger, et les mouvements chaotiques qui ont précédé le désastre. Les murs et le sol parlaient. Le sang de 4 personnes différentes confirmait. Tous avaient été attaqués à l'intérieur de la maison. La violence n'était pas seulement physique, elle était méticuleuse, calculée et cruelle. Tandis que les lumières bleues et rouges clignotaient dans les couloirs, les enquêteurs ont commencé à prélever des échantillons, à photographier chaque indice et à cartographier les traces de sang comme s'il s'agissait des pièces d'un puzzle. Des caméras au ralenti capturaient chaque mouvement des experts, chaque geste méticuleux, chaque analyse détaillée. Des flashbacks dramatisés montrèrent la famille dans des moments quotidiens, riant dans la cuisine, préparant le dîner, discutant dans le salon, en contraste saisissant avec les vestiges d'horreur qui dominaient désormais les mêmes lieux. Les policiers notaient tout, chaque goutte de sang, chaque petite éclaboussure, chaque objet déplacé pouvait être crucial pour comprendre non seulement ce qui s'était passé, mais aussi qui aurait pu causer une telle terreur. Chaque preuve semblait soulever plus de questions que de réponses. La carte du sang montrait des trajectoires, des points de chute et des confrontations possibles. Pour les spécialistes du crime, cela indiquait déjà qu'il ne s'agissait pas d'une disparition ordinaire ou d'une simple dispute domestique. Quelqu'un avait planifié, ou du moins préparé, une attaque avec l'intention claire d'exterminer.
Alors que le jour se transformait en nuit, les découvertes continuaient d'affluer. Ce qui semblait initialement n'être qu'une disparition a commencé à devenir un sinistre puzzle de violence domestique, d'obsession et de rancœur profonde. Le détail le plus troublant était que tous les indices pointaient vers quelqu'un qui connaissait intimement la routine et la disposition de la famille à l'intérieur de la maison. Si l'attaque était interne, planifiée et exécutée avec une telle précision, qui dans la vie de la famille Troadec aurait eu des raisons d'éliminer chacun de ses membres? La question planait dans l'air tandis que la caméra s'éloignait, montrant des couloirs plongés dans l'ombre, des taches de sang illuminées par l'éclat spectral du luminol et le silence absolu qui enveloppait la maison. Le spectateur sentait qu'il était au bord d'une découverte cruciale, mais ne savait pas encore qui serait responsable de cet acte d'horreur, ni comment la vérité serait révélée. Mais qui aurait eu des raisons d'éliminer toute une famille? La réponse était plus proche que quiconque ne l'imaginait, cachée parmi les liens du sang, les secrets de famille et une obsession que personne n'aurait pu prévoir. Le secret de l'or. Pendant que la police examinait chaque trace dans la maison, une ancienne rumeur a commencé à émerger, comme une ombre sur l'horreur nouvellement découverte. Un trésor caché, un or d'une valeur incalculable, aurait été accumulé par le père de la famille Troadec lors de travaux et de projets au fil des ans. De petites fortunes en lingots et en pièces, stockées en secret, générèrent des intrigues familiales que personne, en dehors de la famille, n'imaginait. L'or jusqu'alors n'était qu'un bruit, des histoires racontées à voix basse entre voisins, des souvenirs de transactions passées, des fragments de conversations entendues par hasard. Un trésor caché, de l'or gardé avec secret et méfiance. Pour certains, la richesse. Pour d'autres, l'obsession. Et parfois, l'obsession transforme le désir en violence. Des enquêtes ultérieures ont révélé que le supposé or n'était pas seulement un motif de curiosité, mais une fixation capable de corroder les relations. Amis et proches se souvenaient que l'obsession pour le trésor générait des discussions silencieuses, des regards méfiants et des ressentiments anciens. La rumeur de l'or a transformé de simples désaccords en motifs cachés de vengeance, et c'est dans ce contexte que la figure du principal suspect commence à émerger. Chaque indice trouvé dans la maison semblait renforcer l'idée que le crime n'était pas aléatoire. Les objets renversés, les traces de sang et l'absence de signes d'intrusion extérieure indiquaient que l'auteur connaissait intimement les lieux. Plus encore, il savait exactement où chercher, comment manipuler, comment agir pour que la trace du trésor devienne une obsession suffisante pour motiver le pire. Ainsi, le récit commence à pointer du doigt quelqu'un de la famille élargie elle-même. La tension monte à mesure que le spectateur réalise que le danger ne venait pas d'étrangers, mais de celui qui, en théorie, était censé protéger, prendre soin et aimer la famille. L'or, symbole de richesse, s'est rapidement transformé en catalyseur d'horreur, révélant que même les liens du sang ne suffisent pas à empêcher la cupidité, la rancœur et la violence. Et il y avait quelqu'un d'obsédé par cet or, quelqu'un qui n'hésiterait pas à franchir n'importe quelle limite, mais qui serait capable d'éliminer toute une famille pour une obsession qui, pour le monde, n'était encore qu'une rumeur. Le nom du suspect. À mesure que l'enquête progressait, un nom a commencé à surgir silencieusement parmi les enquêteurs. Hubert Kawissin, ex-beau-frère de la famille Troadec et compagnon de Lydie, la sœur de Pascal. Pour la communauté, Hubert n'était qu'une connaissance parmi d'autres, quelqu'un qui fréquentait les réunions de famille, apparemment ordinaires, sans antécédents criminels pertinents. Mais, pour les enquêteurs, certaines coïncidences sont rapidement devenues suspectes. Ils connaissaient la routine de la maison, les heures d'arrivée et de départ, et plus important encore, il avait accès aux histoires et aux rumeurs concernant l'or caché. Quand le danger vient de l'intérieur, la ligne entre la confiance et la trahison devient ténue, et parfois l'ennemi est plus proche que nous ne l'imaginons. Les experts de la police scientifique ont trouvé des traces d'ADN d'Hubert dans la maison et dans l'une des voitures de la famille. De petits détails qui, ajoutés aux conversations avec les voisins et les proches, ont commencé à former un schéma préoccupant. Chaque preuve semblait confirmer ce que personne ne voulait croire. L'auteur du massacre n'était pas un étranger, mais quelqu'un de profondément enraciné dans le cercle familial. Des caméras de surveillance, des relevés téléphoniques et des traçages numériques ont aidé à reconstituer ses mouvements. Le schéma était clair. Il savait quand la famille serait vulnérable, quelle route emprunter, et par-dessus tout, il avait connaissance des secrets que les Troadec gardaient, y compris l'obsession de certains membres pour le trésor. Pour les enquêteurs, ce n'était pas seulement un crime, c'était une préméditation méticuleuse. Hubert Kawissin
n'était pas seulement un suspect. Il était la clé pour comprendre ce qui s'était passé dans cette maison. Et lorsqu'il serait confronté aux faits, il devrait décider s'il révélerait la vérité ou s'il s'enfoncerait encore plus dans l'obscurité de son propre crime. Alors que l'enquête s'intensifiait, la tension dans la ville et dans les médias grandissait. Chaque voisin se demandait, quelqu'un d'aussi proche pouvait-il commettre un acte aussi terrible? Le public commençait à réaliser que souvent, les plus grandes horreurs ne viennent pas d'inconnus, mais de ceux qui partagent des liens du sang et de la confiance. Lorsque Hubert serait finalement confronté, la France attendrait la confession qui révélerait non seulement les motifs, mais aussi l'étendue d'un crime que personne ne pouvait imaginer. Et la vérité, lorsqu'elle apparaîtrait, changerait à jamais la perception de qui était en sécurité et qui pouvait être mortellement dangereux. La nuit de l'horreur. Quand Hubert Kawissin fut finalement interrogé, ce qui semblait impossible commença à se dérouler sous les yeux de l'enquête. Sa confession a révélé des détails que personne dans la ville, et peut-être même en France, n'était prêt à entendre. La nuit du massacre de la famille Troadec ne fut pas un acte isolé, mais un acte de violence méticuleusement calculé, alimenté par des années de ressentiment, d'obsession et de fixation sur le supposé trésor en or. Selon Hubert, il s'est approché de la résidence discrètement, choisissant la nuit la plus sombre de la semaine, quand il savait que tout le monde serait à l'intérieur de la maison, inconscient du danger qui approchait. Il s'est caché dans le garage, observant les mouvements à l'intérieur de la résidence. Il a confessé avoir tenté d'écouter les pas et les conversations de la famille avec un stéthoscope, s'assurant que personne ne remarquerait sa présence. Chaque mouvement à l'intérieur de la maison semblait anticipé, chaque réaction prévue. Pour lui, ce n'était pas seulement un crime, c'était l'exécution d'une obsession qui rongeait son esprit depuis des années. En quelques heures, une maison qui abritait autrefois des rires et une routine familiale s'est transformée en un scénario de terreur absolue. Ce n'était pas seulement la violence physique, mais la trahison, la rupture de la confiance la plus profonde qui hantait chaque mur de ce foyer. Hubert a décrit la confrontation initiale. Pascal et Brigitte, surpris par sa présence inattendue, ont tenté de se défendre. Sébastien et Charlotte, jeunes et confiants dans la sécurité de leur propre maison, ont été pris par surprise. L'attaque fut rapide et brutale, exécutée avec une barre de fer qui devint l'instrument d'une horreur presque incroyable. Chaque cri, chaque tentative de fuite, chaque geste de résistance était désormais enregistré dans la mémoire des enquêteurs grâce au récit détaillé d'Hubert. Il n'a pas agi au hasard. Chaque mouvement, chaque décision, chaque instant de la nuit a été calculé. Et tandis que la violence se déroulait, Hubert croyait que chaque action le rapprochait de ce qu'il désirait le plus, l'or caché, la récompense d'une obsession qui avait consumé sa raison. Après l'attaque, la confession révèle une autre couche de brutalité. Hubert a transporté les corps dans des lieux éloignés, tentant d'effacer toute trace de sa présence. La manière dont les corps ont été manipulés, le choix des lieux et le soin de ne laisser aucune preuve directe révèlent un esprit froid, méthodique et en même temps paranoïaque. Il croyait que chaque étape était nécessaire pour protéger son secret et maintenir le trésor intact. Alors que le récit se déroule, le spectateur ressent la tension croissante. Une famille entière éliminée par quelqu'un qu'ils considéraient comme faisant partie de leur propre cercle. La trahison est totale et l'impact émotionnel se mêle à l'enquête. Comment quelqu'un a-t-il pu planifier et exécuter un tel acte sans que personne ne se doute de rien? Mais l'horreur de la nuit ne s'est pas terminée avec l'attaque. Ce qui a suivi, ce qu'Hubert a fait pour dissimuler les corps et effacer ses traces, révélerait un niveau de cruauté et d'obsession que personne n'aurait pu imaginer. L'obscurité de cette nuit n'avait pas encore cédé la place à la lumière de la vérité. Le démembrement et le feu. Après avoir confessé la violence qui s'était déroulée dans la résidence des Troadec, Hubert Kawissin a révélé ce que beaucoup considéreraient comme impensable. Il ne suffisait pas d'éliminer la famille, il devait s'assurer qu'aucune preuve ne le relierait à la scène du crime. Le plan de dissimulation est devenu aussi méticuleux que l'exécution du massacre. Dans un silence absolu, pendant des heures qui semblaient interminables, Hubert a transporté les corps de la résidence vers des lieux éloignés, choisis avec un soin extrême. Selon sa propre confession, le premier arrêt fut sa ferme dans le Finistère, un endroit isolé entouré de forêts denses et loin des regards curieux où il croyait pouvoir se débarrasser des preuves de manière définitive. Là, il a entamé le processus macabre de démembrement, utilisant des outils simples, mais de manière méthodique. Chaque mouvement, chaque coupe, chaque fragment a été pensé pour réduire la possibilité d'identification future. Quand l'horreur se mêle à l'obsession,
Même l'impossible devient réalité. Hubert Kawissin n'a pas seulement tué, il a planifié d'effacer toute l'existence de la famille Troadec de manière presque rituelle. Pour accentuer l'impact dramatique, le récit montre des images sombres de la ferme, de grands arbres qui bloquent la lumière de la lune et de la fumée s'élevant d'un fourneau improvisé. Aucune violence explicite n'est montrée, seulement la suggestion, les ombres et l'atmosphère oppressive qui transmet la gravité de l'acte. L'or qui avait motivé des années d'obsession n'a jamais été touché pendant ce processus. Pour Hubert, la priorité était d'éliminer toute trace de la famille, s'assurant que l'obsession pour le trésor reste intacte et sans témoin. Alors que l'enquête avançait, les experts ont commencé à percevoir l'étendue de la cruauté. Des fragments d'ossements trouvés dans des zones proches de la ferme, des cendres dispersées et des vestiges de brûlage contrôlés indiquaient que le criminel savait exactement ce qu'il faisait. Chaque tentative d'effacer les preuves était, paradoxalement, un indice pour les enquêteurs qui cherchaient à reconstruire la vérité. Aucun corps ne serait jamais retrouvé entier. Seulement des restes, des fragments, des vestiges d'une violence si calculée que l'esprit humain peine à comprendre. Et pourtant, chaque fragment racontait une histoire, l'histoire d'une famille détruite par l'obsession, la cupidité et la trahison. Pour les enquêteurs, la découverte de ce schéma de dissimulation a été cruciale. Le modus operandi d'Hubert, l'isolement des lieux, le démembrement et la destruction des corps, non seulement confirmaient la confession, mais expliquaient aussi pourquoi les premiers signes semblaient décousus. C'était l'esprit de quelqu'un qui connaissait intimement la routine, les peurs et les secrets de la famille, utilisant cela à son avantage de manière froide et calculée. Même après avoir révélé ce qu'il avait fait, Hubert laissait des questions sans réponse. Où se trouvait exactement tout l'or? À quel point son obsession l'avait-elle transformé en assassin? Et par-dessus tout, comment une famille entière a-t-elle pu être détruite par quelqu'un en qui elle avait une confiance totale? Le jugement. 4 ans après la nuit qui a secoué Orvault, la France se préparait enfin à entendre la vérité devant le tribunal. L'affaire de la famille Troadec était devenue un symbole d'horreur, d'obsession et de trahison, captivant l'attention de tout le pays. Les rues autour du tribunal de Nantes étaient envahies de journalistes, de caméras et de curieux, tous désireux de comprendre comment quelqu'un de la propre famille pouvait commettre un crime aussi extrême. Après des années de silence, de spéculation et d'enquêtes méticuleuses, la justice allait finalement être appelée à statuer sur la plus grande tragédie familiale qu'Orvault ait jamais connue. Le procès a commencé par les rapports détaillés des enquêteurs, des photographies de la résidence, des schémas, des traces de sang et des preuves médico-légales ont été présentés. Chaque image et chaque détail technique a aidé à reconstituer la séquence des événements de cette nuit terrible. Des experts en criminologie et des psychiatres ont décrit Hubert Kawissin comme quelqu'un d'obsédé, de paranoïaque, de méthodique, quelqu'un qui, selon eux, n'avait pas seulement planifié le meurtre, mais l'avait exécuté avec une froideur presque chirurgicale. Les témoignages de la famille et des amis ont créé un contraste dramatique. Des souvenirs de la vie quotidienne, des fêtes de famille, des rires partagés, tout cela maintenant déchiré par la violence d'Hubert. La communauté entière a été émue par la réalisation qu'une famille entière avait été détruite par quelqu'un en qui elle avait une confiance totale. Chaque récit apportait des larmes, des soupirs et un poids qui semblait remplir le tribunal, rendant l'expérience presque insupportable pour ceux qui assistaient. Tandis que l'accusation détaillait les mouvements, les calculs et l'obsession d'Hubert, chaque détail renforçait une idée terrifiante. Le crime n'était pas une impulsion, mais une préméditation froide, alimentée par des années de ressentiment et de cupidité. Lydie, sœur de Pascal et compagne d'Hubert, a également eu son moment au tribunal. Elle a été accusée de dissimulation de preuves, et son témoignage a révélé la peur, la complicité partielle et le choc face à l'ampleur du crime. La tension a augmenté, alors que les avocats de la défense et les procureurs se disputaient chaque point, chaque preuve, chaque interprétation des faits. Le récit construit par l'accusation, fondé sur des années d'enquête, semblait presque cinématographique, un puzzle complexe d'obsession, de violence et de secrets de famille. Le procès a abouti à la lecture de la sentence. Hubert a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle, tandis que Lydie a reçu 3 ans pour dissimulation de cadavres. L'impact de cette décision a résonné à Orvault et dans toute la France. Justice avait été rendue, mais les cicatrices émotionnelles et l'incrédulité perdureraient longtemps. Même avec la sentence, le mystère qui entourait l'or n'a pas été complètement résolu.
L'obsession qui a motivé le massacre continuait de jeter des ombres sur ceux qui restaient. Le tribunal avait statué sur les coupables, mais le vide laissé par la famille Troadec et l'énigme du trésor subsistaient. Ainsi, la tragédie est devenue non seulement une histoire de crime, mais un sombre avertissement sur les limites de la cupidité et de la trahison. L'or n'a jamais été retrouvé, et peut-être l'étendue complète de l'obsession qui a transformé Hubert Kaouissin en assassin ne sera jamais découverte. La vérité dans cette affaire était aussi cruelle que les conséquences de l'acte. Le mystère qui demeure, même après la condamnation d'Hubert Kaouissin et l'emprisonnement de Lydie pour complicité, la France est restée enveloppée de questions qu'aucune sentence ne pouvait complètement résoudre. L'affaire de la famille Troadec était devenue un symbole d'horreur, d'obsession et de méfiance, mais aussi de secrets qui semblaient échapper à la justice. Alors que la couverture médiatique diminuait, un mystère persistait. Planant sur Orvault et tous ceux qui avaient suivi la tragédie, l'or n'a jamais été retrouvé. Quand le crime se mêle à la cupidité, il n'y a pas de vainqueur. La justice peut punir, mais le vide laissé par ce qui a été perdu, vie, confiance et secret, reste intact. Les enquêteurs ont encore cherché des indices restants, d'anciennes cartes de la propriété, des registres de coffres-forts et de petites propriétés où Hubert aurait pu cacher le trésor. Mais rien n'a émergé. Chaque tentative de localiser l'or semblait se heurter à une barrière presque invisible, comme si Hubert avait planifié non seulement les meurtres, mais aussi la permanence du mystère, s'assurant qu'une partie de son obsession reste inaccessible. Pour la communauté, l'impact émotionnel était profond. Les voisins racontaient que la tranquillité du quartier ne reviendrait jamais à ce qu'elle était avant. Chaque fois que quelqu'un passait devant la maison abandonnée, il ressentait le poids du silence, la présence invisible de la famille perdue et le souvenir que, derrière la façade de normalité, la cupidité humaine pouvait mener à des horreurs inimaginables. Certains crimes se terminent par une sentence, d'autres se terminent par des questions. Des questions sur la nature humaine, sur la ligne entre l'obsession et la destruction, sur la façon dont quelqu'un qui semblait ordinaire pouvait devenir responsable de tant de souffrances. Pour les historiens du crime, l'affaire Troadec est devenue une étude de psychologie, de motivation et de préméditation. L'obsession pour l'or a transformé quelqu'un de l'intérieur de la famille en assassin, montrant que ni les liens du sang ni la confiance ne sont capables d'empêcher l'émergence du pire. Les experts ont souligné que, même avec des preuves concrètes, certains aspects du comportement humain restent impossibles à prévoir, et c'est exactement ce que l'affaire Troadec révélait. Le mystère a également généré des théories et des débats dans la société française. Certains spéculaient qu'Hubert aurait pu cacher l'or dans des endroits que personne n'imaginerait jamais. D'autres croyaient qu'une partie de l'obsession était symbolique, que le trésor représentait le désir de contrôle et de pouvoir, plus que la richesse matérielle. Chaque théorie, cependant, renforçait la même idée. L'esprit humain peut être imprévisible et dangereux lorsqu'il est guidé par la cupidité et le ressentiment. Même avec la justice accomplie, l'histoire de la famille Troadec continue de hanter. L'or reste perdu, les souvenirs de la famille sont des fragments d'une vie interrompue, et la question qui résonne demeure sans réponse. Qu'est-ce qu'Hubert Kaouissin portait d'autre dans son obsession que le monde ne découvrira jamais? Le mystère qui a commencé à Orvault plane toujours dans l'air, rappelant à tous que, parfois, la vérité est aussi terrible que le crime lui-même. L'or n'a jamais été retrouvé, et peut-être on ne découvrira jamais l'étendue complète de l'obsession qui a transformé Hubert Kaouissin en assassin. La vérité, dans cette affaire, était aussi cruelle que les conséquences de l'acte.